Tu l'as déjà remarqué? Les personnes les plus pures finissent toujours entourées par les prédateurs les plus calculateurs. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Pendant que tu crois que la bonté attire la bonté, les manipulateurs connaissent une vérité plus sombre. La bonté authentique est l'aimant le plus puissant pour ceux qui vivent en suçant l'énergie des autres. Tu n'es pas né pour être une proie, mais quelqu'un t'a appris que être bien signifiait tout accepter en silence. Le mensonge qu'on t'a vendu depuis l'enfance, c'est celui-ci. Les bonnes personnes ont de la chance avec les bonnes personnes. La réalité ? Les bonnes personnes sont radars pour les vampires émotionnels, les narcissiques masqués, les âmes vides qui cherchent quelqu'un à vider. Regarde autour de toi. Cette amie qui ne t'appelle que quand elle a un problème. Ce collègue qui prend le crédit de ton travail en souriant. Ce partenaire qui transforme tes forces en faiblesses. Ils ne sont pas là par hasard, ils t'ont choisi. Pourquoi ? Parce que tu donnes sans compter, parce que tu excuses l'inexcusable. Parce que quand quelqu'un te blesse, ta première pensée n'est pas « comment oser », mais « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Tu portes cette douleur silencieuse depuis si longtemps que tu as oublié son poids. Cette sensation d'être toujours celui qui comprend, qui pardonne, qui reste, pendant que les autres partent avec ce qu'ils voulaient de toi. Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Les prédateurs voient ta lumière avant que tu ne vois leur obscurité. Ils s'approchent de toi non malgré ta bonté, mais à cause d'elle. Et le plus tragique, plus tu es authentique, plus tu deviens visible pour ceux qui ne le sont pas. Ta transparence devient leur manuel d'instruction. Tes valeurs deviennent leurs armes contre toi. Nietzsche avait raison quand il écrivait « Celui qui combat les monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même ». Mais il avait oublié de dire « Celui qui refuse de voir les monstres finit dévoré par eux ». Tu n'es pas naïf, tu n'es pas stupide. Tu es juste, humain dans un monde qui a appris à monétiser l'humanité. Tu offres ton cœur dans une société qui vend des cœurs en plastique. Cette douleur que tu ressens quand tu réalises encore une fois que quelqu'un a profité de toi, elle a un nom. C'est le réveil de ton instinct de survie que tu as étouffé par politesse. Mais ce réveil, c'est aussi le début de ta libération. Car comprendre pourquoi les bonnes personnes attirent et pire, c'est commencer à reprendre le contrôle de qui entre dans ta vie et qui en sort. Es-tu prêt à découvrir les mécanismes cachés de cette dynamique, à comprendre pourquoi ton empathie est devenue ton talent d'Achille, et surtout à apprendre comment la transformer en armure sans perdre ton âme? Parce que la vraie question n'est pas « pourquoi cela t'arrive », c'est « qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu le sais ?» Il existe une loi invisible qui gouverne les relations humaines, une loi que personne ne t'a jamais enseignée à l'école, l'attraction par contraste émotionnel. Les philosophes l'ont observé à travers les siècles. Schopenhauer parlait de la volonté de puissance qui pousse certains êtres à dominer. Nietzsche évoquait les maîtres et les esclaves moraux. Mais aucun n'a expliqué le mécanisme exact de cette attraction fatale. Voici la vérité brutale. Ton intégrité émet un signal, comme une fréquence radio que seuls certains peuvent capter. Les personnes saines ne captent rien de spécial. Pour elles, tu es juste quelqu'un de bien parmi d'autres. Mais les prédateurs émotionnels, ils ont développé des antennes ultra-sensibles pour détecter exactement ce que tu émets. Tu rayonnes de la stabilité émotionnelle, ils cherchent quelqu'un de stable à déstabiliser. Tu affiches de la confiance en toi, ils veulent la briser pour se sentir supérieur. Tu donnes sans calculer, ils calculent combien ils peuvent prendre. C'est le paradoxe de l'empathie. Plus tu développes ta capacité à ressentir les autres, plus tu attires ceux qui ont désappris à ressentir. Ton cœur ouvert devient leur terrain de jeu favori. Pourquoi ? Parce que les personnes toxiques vivent dans un état de vide émotionnel constant. Elles ne savent plus générer leurs propres émotions positives, alors elles les volent chez les autres. Tu es leur source d'énergie renouvelable. Pense à cette dynamique comme un écosystème perverti. Dans la nature, les prédateurs chassent les proies les plus faibles. Dans les relations humaines modernes, les prédateurs émotionnels chassent les proies les plus fortes pour les affaiblir. Ils ne cherchent pas quelqu'un de fragile, cette personne n'aurait rien à leur donner. Ils cherchent quelqu'un de solide qu'ils peuvent fissurer, quelqu'un de généreux qu'ils peuvent vider, quelqu'un de confiant qu'ils peuvent faire douter. C'est pourquoi tes relations se ressemblent toutes. Ce n'est pas que tu choisis mal, c'est que tu émets un signal que seul un certain type de personne veut suivre. Les autres, les saines, passent leur chemin sans même te remarquer. Bonhoeffer, ce théologien qui a résisté au nazisme, l'avait compris.
Le mal apparaît sous la forme de la lumière, du bienfait, de la fidélité historique, de la justice sociale. Les manipulateurs ne se présentent jamais comme des manipulateurs. Ils se présentent comme des âmes blessées qui ont enfin trouvé quelqu'un qui les comprend. Ils étudient tes valeurs non pour les partager, mais pour les retourner contre toi. Tu valorises la loyauté? Ils t'accuseront d'abandon aux moindres bonderies que tu poses. Tu crois en la seconde chance? Ils transformeront ta compassion en prison dorée. Le plus pervers dans tout cela, plus tu es authentiquement bon, plus tu développes cette culpabilité toxique qui te fait penser que suspecter les intentions des autres fait de toi une mauvaise personne. Alors tu étouffes ton intuition, tu ignores les red flags, tu donnes le bénéfice du doute encore et encore. Mais ton intuition n'est pas ton ennemi. Elle est ton système d'alarme primitif qui reconnaît les prédateurs avant que ton mental rationnel entre en action. Elle sait, elle a toujours su. La question n'est plus « pourquoi attires-tu les mauvaises personnes ?» La question est « pourquoi as-tu appris à ignorer les signaux qui te protègent ?» 1934, Berlin. Une femme nommée Sophie Muller tient un salon littéraire dans son appartement bourgeois. Elle est connue pour sa générosité, sa culture, son salon où se mélangent artistes, intellectuels et âmes sensibles. Sophie croit en la bonté humaine, dans le pouvoir des idées, dans la beauté de la diversité. Un soir d'automne, un jeune homme élégant frappe à sa porte. Hans se présente comme un poète en difficulté, admirateur de son salon. Il parle avec passion de littérature, cite Goethe, évoque des rêves d'un monde meilleur. Sophie est touchée. Elle l'invite à ses soirées. Hans devient rapidement indispensable. Il aide à organiser, propose de nouveaux invités, se montre attentionné avec Sophie. Il l'écoute parler de ses rêves, de ses peurs, de son désir de protéger l'art et la culture allemande. Il pose les bonnes questions, offre les bonnes réponses. Ce que Sophie ne sait pas, Hans est un informateur des SA. Il a été envoyé spécifiquement pour infiltrer son salon. Pas par hasard. Parce que les autorités savent qu'une femme comme Sophie, généreuse, idéaliste, influente, attire naturellement les esprits libres qu'ils veulent identifier. Mois après mois, Hans cartographie le réseau de Sophie. Il note qui dit quoi, qui fréquente qui exprime des doutes sur le régime naissant. Il transforme la confiance de Sophie en intelligence pour ses supérieurs. Le plus terrifiant, Hans n'est pas un monstre. Il croit sincèrement servir un idéal plus grand. Il a rationalisé sa trahison en se convainquant que Sophie et ses amis sont dangereux pour l'Allemagne. Il a transformé son empathie calculée en mission patriotique. Quand les arrestations commencent, Sophie ne comprend pas. Comment ont-ils su? Qui a parlé? Elle soupçonne tout le monde, sauf Hans, lui qui était si proche, si attentionné, si préoccupé par sa sécurité. La nuit où ils viennent pour elle, Sophie voit Hans dans la rue, en uniforme. Leurs regards se croisent. Dans ses yeux, elle ne lit ni cruauté ni sadisme, juste cette froideur terrible de quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait faire. Cette histoire s'est répétée des milliers de fois sous tous les régimes totalitaires. Les Staline, les Pinochet, les Pol Pot, ils ne commençaient jamais par attaquer les forts. Ils commençaient par identifier les bons. Parce qu'ils savaient que les bonnes personnes attirent naturellement ceux qui pensent différemment, qui questionnent, qui résistent. Sophie avait raison d'être généreuse, elle avait raison de croire en la bonté humaine. Ce qui lui a manqué, c'est la compréhension d'une réalité cruelle. Dans certains contextes, la bonté devient un marqueur pour ceux qui cherchent à l'exploiter. Hans n'était pas l'exception, il était la règle. Les prédateurs ne ressemblent jamais à des prédateurs. Ils ressemblent exactement à ce que tu cherches, quelqu'un qui te comprend, qui partage tes valeurs, qui semble avoir besoin de ce que tu as à offrir. L'histoire nous enseigne que les périodes les plus sombres ne commencent jamais par la violence brute. Elles commencent par l'infiltration des espaces de confiance, par des Hans qui transforment l'amour en cartographie de la vulnérabilité. Et aujourd'hui, les Hans portent d'autres noms, utilisent d'autres méthodes. Mais le mécanisme reste le même. Identifier les bonnes personnes, gagner leur confiance, exploiter leur générosité. La leçon de Sophie n'est pas de devenir cynique, c'est d'apprendre à protéger ta bonté sans la perdre, sans la perdre. Mais Hans n'était pas l'exception, il était la règle. Les prédateurs ne ressemblent jamais à des prédateurs. Ils ressemblent exactement à ce que tu cherches, quelqu'un qui te comprend, qui partage tes valeurs, qui semble avoir besoin de ce que tu as à offrir. L'histoire nous enseigne que les périodes les plus sombres ne commencent jamais par la violence brute.
Elle commence par l'infiltration des espaces de confiance, par des Hans qui transforment l'amour en cartographie de la vulnérabilité. Et aujourd'hui, les Hans portent d'autres noms, utilisent d'autres méthodes, mais le mécanisme reste le même. Identifier les bonnes personnes, gagner leur confiance, exploiter leur générosité. La leçon de Sophie n'est pas de devenir cynique, c'est d'apprendre à protéger ta bonté sans la perdre. Sarah, 34 ans, psychologue clinicienne. Elle a dédié sa vie à réparer les blessures des autres. Cabinet prospère, réputation solide, cette capacité rare d'écouter sans juger. Sarah croit que l'empathie peut guérir le monde. Entre Marc dans sa vie, pas comme patient, comme homme. Il la rencontre lors d'une conférence sur la santé mentale. Il se présente comme entrepreneur social, parle de projets pour aider les jeunes en difficulté. Il connaît son travail, admire sa compassion. Enfin, quelqu'un qui comprend vraiment les gens, lui dit-il. Marc est charmant, mais d'un charme différent. Il ne la drague pas, il la vénère. Il parle de ses propres blessures avec une vulnérabilité étudiée, demande son avis professionnel en tant qu'ami. Sarah se sent spéciale, enfin un homme qui valorise son intelligence autant que sa beauté. Progressivement, Marc devient omniprésent. Il l'appelle après ses journées difficiles, la console quand elle doute d'elle-même, lui envoie des textes profonds à 2 heures du matin. Il crée cette intimité émotionnelle intense qui la fait se sentir comprise comme jamais. Ce que Sarah ne voit pas, Marc reproduit exactement ce qu'elle fait avec ses patients. Il l'écoute avec une attention totale, reformule ses émotions, lui renvoie une image idéalisée d'elle-même. Il a transformé les techniques thérapeutiques de Sarah en outils de séduction. Plus troublant encore, Marc étudie ses passions à travers elle. Quand Sarah partage ses doutes professionnels, ses questionnements éthiques, ses difficultés avec certains cas, Marc pose les bonnes questions. Il pousse Sarah à révéler des détails qu'elle ne devrait jamais partager. 1 an plus tard, Sarah découvre que Marc a lancé une start-up de coaching thérapeutique en ligne en utilisant exactement les méthodes qu'elle lui a décrites. Pire, il a contacté plusieurs de ses patients via les réseaux sociaux, leur proposant ses services moins chers et plus efficaces qu'une thérapie traditionnelle. Quand Sarah le confronte, Marc ne nie rien. Il explique calmement qu'elle lui a donné ses idées, que c'est elle qui l'a inspiré. Il transforme sa trahison en compliment. « Tu m'as tellement appris que j'ai voulu aider plus de gens. » Sarah réalise alors l'étendue de la manipulation. Marc n'a jamais été attiré par elle en tant que femme. Il a été attiré par elle en tant que source d'information, de validation, de techniques professionnelles, qu'il pourrait s'approprier. Le plus douloureux, Marc avait identifié chez Sarah exactement ce qui la rendait excellente thérapeute. Sa capacité à créer un espace sûr, à donner sans compter, à voir le potentiel chez les autres. Et il avait retourné ses qualités contre elle. Cette histoire, c'est celle de milliers de professionnels de l'aide, médecins, enseignants, travailleurs sociaux, thérapeutes. Ils attirent naturellement des prédateurs qui ont appris à mimer la détresse pour accéder à leur expertise, leur réseau, leur crédibilité. Les marques du monde moderne sont plus sophistiquées que jamais. Ils ne volent pas ton argent, ils volent ton savoir, ton réseau, ta réputation, ton énergie émotionnelle. Ils transforment ta générosité professionnelle en ascenseur social personnel. Et le plus cruel, ils te font douter de ton propre métier. Sarah a mis des mois à faire confiance à nouveau à ses instincts professionnels. Elle a appris à questionner ses propres motivations d'aide. Marc avait raison sur un point. Sarah lui avait tout appris, y compris, sans le savoir, comment exploiter les gens exactement comme elle. La vraie question n'est pas pourquoi Sarah n'a rien vu venir, c'est comment Marc a-t-il su quelle était la cible parfaite. Ton cerveau a été programmé pour ta propre destruction. Pas par la nature, par la société. Il existe un mécanisme neuropsychologique que les prédateurs modernes exploitent avec une précision chirurgicale, le syndrome du réparateur compulsif. Voici comment ça fonctionne dans ton cerveau. Quand tu vois quelqu'un en détresse, ton cortex préfrontal, la partie qui analyse et raisonne, s'éteint partiellement. En parallèle, ton système limbique s'active massivement, libérant de l'ocytocine et de la dopamine. Tu ressens littéralement un high neurochimique quand tu aides quelqu'un. C'est beau, non? C'est ce qui fait de toi un être humain empathique. Sauf que les manipulateurs le savent. Ils ont appris à déclencher cette réaction à volonté.
Ils ne te montrent pas leurs forces, ils te montrent leurs blessures. Pas leurs vraies blessures, celle-là ils la cachent soigneusement. Non, ils créent une blessure artificielle calibrée pour activer précisément ton instinct de réparation. Le processus est diabolique. Ils étudient d'abord tes schémas d'aide. Comment tu réagis quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un exprime de la gratitude, quand quelqu'un dit avoir enfin trouvé quelqu'un qui le comprend. Ils cartographient tes déclencheurs émotionnels comme un dealer cartographie les dépendances de ses clients. Ensuite, ils reproduisent ces situations à la demande. Ils deviennent les marionnettistes de tes émotions. Un texto au bon moment, une confidence calculée, une rechute émotionnelle stratégique. Ils transforment ton empathie en boutons qu'ils peuvent presser quand ils ont besoin de quelque chose. Le plus pervers, ils créent ce qu'on appelle un trauma bond. Plus tu investis émotionnellement pour les sauver, plus ton cerveau rationalise cet investissement. Tu commences à confondre l'intensité avec l'intimité, l'effort avec l'amour. Ton cerveau se dit « si j'investis autant d'énergie pour cette personne, c'est qu'elle doit être importante ». C'est le même mécanisme qui maintient les gens dans les relations toxiques, les sectes, les emplois épuisants. Plus tu donnes, plus tu es convaincu que ça vaut la peine de donner. Pendant ce temps, tes vraies relations, celles qui sont saines, équilibrées, réciproques, te semblent fades. Pourquoi ? Parce qu'elles n'activent pas cette montagne russe neurochimique. Elles ne te donnent pas ce sentiment d'être indispensable que les relations toxiques procurent. C'est le piège de l'empathie mal calibrée. Tu commences à associer l'amour avec le sauvetage, la valeur personnelle avec l'utilité émotionnelle. Tu deviens accro à être nécessaire. Les neurosciences l'ont prouvé. Ton cerveau développe littéralement des chemins neuronaux de la codépendance. Plus tu répètes ces schémas, plus ils deviennent automatiques. Tu finis par chercher inconsciemment des personnes à réparer parce que c'est ce qui te fait sentir vivant. Mais voici ce qu'aucun manipulateur ne peut contrôler, ton insula. Cette petite région du cerveau qui détecte les incohérences. Elle capte les micro-expressions, les changements de ton, les décalages entre les mots et les actes. Elle sait quand quelque chose cloche. Le problème, on t'a appris à ignorer cette voix. On t'a dit qu'elle était paranoïaque, négative, peu charitable. On t'a convaincu que douter des intentions des autres était un défaut moral. Ton insula hurle, mais tu as appris à mettre des écouteurs. La libération commence quand tu réapprends à l'écouter. Quand tu comprends que ton intuition n'est pas ton ennemi, c'est ton système de défense le plus sophistiqué. Ton cerveau sait reconnaître les prédateurs, il faut juste lui rappeler qu'il a le droit de le faire. Regarde autour de toi. Observe bien. Cette collègue qui travaille 60 heures par semaine pour un patron qui la complimente juste assez pour qu'elle reste. Ce voisin qui prête de l'argent à sa famille dysfonctionnelle depuis 10 ans. Cet ami qui excuse toujours les comportements inacceptables de son conjoint. Cette mère qui s'épuise pour des enfants adultes qui la critiquent. Ils ne sont pas des cas isolés, ils sont la norme. La société a industrialisé l'exploitation de la bonté. Elle a créé un système où être trop bon est devenu une pathologie socialement acceptable, même encouragée. Pense au message qu'on t'a martelé depuis l'enfance. Il faut toujours aider sa famille. Les vrais amis sont là dans les moments difficiles. L'amour, c'est tout pardonner. Si tu es une bonne personne, tu attireras de bonnes personnes. Il faut voir le bon côté des gens. Ces phrases semblent innocentes. Elles masquent en réalité un conditionnement de masse qui produit des générations de donneurs compulsifs incapables de poser des limites. Le système économique moderne a besoin de cette programmation. Il a besoin d'employés qui restent dans des jobs toxiques par loyauté, de consommateurs qui achètent des cadeaux qu'ils ne peuvent pas se permettre par amour, de citoyens qui acceptent d'être sous-payés par passion. Les entreprises ont appris à exploiter ton instinct d'aide. Elles transforment ton travail en mission, ton salaire insuffisant en expérience enrichissante, tes heures supplémentaires en esprit d'équipe. Elles te font sentir égoïste de demander ce que tu mérites. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Ils ont gamifié la générosité, transformé l'empathie en performance. Tu dois publiquement soutenir toutes les causes, aider tous tes amis en ligne, être disponible émotionnellement 24 heures sur 24. Sinon, tu n'es pas une bonne personne. Cette pression sociale crée ce qu'on pourrait appeler la génération épuisée empathique. Des millions de personnes qui donnent jusqu'à l'épuisement, qui s'oublient complètement, qui confondent l'altruisme avec l'autodestruction. Le plus tragique,
Cette générosité mal dirigée ne sauve personne. Elle permet au système dysfonctionnel de continuer à exister. Quand tu renfloues constamment quelqu'un qui gaspille son argent, tu ne l'aides pas, tu prolonges son irresponsabilité. Quand tu excuses toujours les comportements toxiques, tu ne préserves pas la relation, tu autorises la toxicité. Les vrais prédateurs de notre époque ne sont plus des individus isolés. Ce sont des systèmes entiers qui ont appris à identifier et exploiter les bonnes personnes à l'échelle industrielle. Les plateformes de rencontres qui profilent les empathiques pour les exposer aux narcissiques. Les entreprises de marketing multiniveau qui ciblent les gens généreux pour exploiter leur réseau. Les mouvements politiques qui manipulent l'indignation morale pour créer des armées de militants gratuits. Et le plus pervers dans tout cela, ils ont transformé la résistance en égoïsme. Poser des limites, c'est être méchant. Dire non, c'est être égoïste. Protéger ton énergie, c'est être insensible. Ils ont réussi à faire de la santé mentale un acte de rébellion. Mais voici ce qu'ils n'ont pas prévu. Une masse critique de bonnes personnes qui commencent à se réveiller, qui réalisent que leur épuisement n'est pas un accident personnel, mais un produit de systèmes organisés pour les vider, qui comprennent que reprendre le contrôle de leur générosité, ce n'est pas devenu mauvais, c'est devenu stratégique. Parce que la vraie bonté, ce n'est pas donner sans limite, c'est donner avec sagesse. Tu portes une blessure que tu n'arrives pas à nommer. Elle ne ressemble pas aux autres douleurs. Elle n'a pas de date de naissance précise, pas de cicatrice visible. Elle s'est installée progressivement, à force de 1000 petites trahisons que tu as excusées, de 1000 générosités non rendues, de 1000 fois où tu as mis les besoins des autres avant les tiens. Cette blessure a un nom, c'est l'effacement de soi. Tu ne t'es pas réveillé un matin en décidant de disparaître. C'est arrivé grain de sable par grain de sable. Chaque fois que tu as dit « ça va » quand ça n'allait pas. Chaque fois que tu as ri à une blague qui te blessait. Chaque fois que tu as accepté un comportement inacceptable pour préserver la paix. Tu as appris à taire ta voix intérieure si efficacement qu'aujourd'hui tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Tu sais ce que les autres attendent de toi, ce qui les rendrait heureux, ce qui éviterait les conflits. Mais toi, tes désirs, tes limites, tes rêves profonds, ils sont enfouis sous des années de ouïs automatiques. La vérité brutale, tu as développé une allergie à tes propres besoins. Quand une envie authentique remonte à la surface, ton premier réflexe est de la juger. C'est égoïste. Les autres ont des problèmes plus graves. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Tu as intériorisé la voix de tous ceux qui ont profité de toi. Tu es devenu ton propre geôlier. Cette autonégation constante a créé en toi un vide émotionnel terrifiant. Tu existes pour les autres, mais tu n'existes plus pour toi. Tu es devenu un personnage dans la vie de tout le monde, sauf dans la tienne. Le plus douloureux, tu as perdu la capacité de recevoir de l'amour authentique. Quand quelqu'un te traite bien sans rien demander en retour, tu es mal à l'aise. Tu cherches le piège, la dette cachée. Tu ne comprends plus l'amour gratuit parce que le tien ne l'a jamais été. Tu as développé ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur émotionnel. Tu as l'impression de tromper les gens sur qui tu es vraiment, parce qu'au fond, tu ne sais plus qui tu es vraiment. Tes relations saines te semblent fades parce qu'elles ne nourrissent pas cette partie de toi qui s'est habituée au drama, à la complexité, à l'effort constant. Tu as confondu l'intensité avec la profondeur, le chaos avec la passion. Pire encore, tu as développé une dépendance à être indispensable. Ton estime de soi ne se nourrit plus de tes accomplissements personnels, mais de ta capacité à résoudre les problèmes des autres. Tu as fait de ta valeur une variable qui dépend entièrement de l'appréciation externe. Cette dépendance est si forte que l'idée d'arrêter d'aider, de poser des limites, de dire non, te terrifie. Pas par peur de blesser les autres, par peur de découvrir qui tu es quand tu n'es plus utile à personne. Tu as peur de ta propre liberté. Mais cette peur cache une vérité libératrice. Si tu as pu t'effacer, tu peux te reconstruire. Si tu as pu apprendre à ignorer tes besoins, tu peux réapprendre à les écouter. Si tu as pu conditionner ton cœur à donner sans limite, tu peux le rééduquer à recevoir avec grâce. La personne que tu étais avant de t'effacer existe encore. Elle attend, quelque part sous toutes ces couches de conditionnement, que tu la libères. Elle t'attend depuis si longtemps. Elle mérite que tu la retrouves. Parce que le monde a besoin de ta bonté authentique, pas de ton épuisement déguisé en générosité. La résistance commence par un acte révolutionnaire, écouter ton corps. Ton corps, c'est avant ton mental.
Il te dit quand quelqu'un aspire ton énergie, quand une situation n'est pas sûre, quand une relation te vide. Mais tu as appris à ignorer ces signaux, à les rationaliser, à les étouffer sous la politesse et les obligations sociales. Réapprends ton langage corporel. Cette tension dans tes épaules quand tu reçois certains messages, cette fatigue soudaine après certaines conversations, ce nœud dans ton estomac quand quelqu'un te demande un petit service. Ton corps vote, il vote pour ta protection. Commence par l'exercice du non quotidien. Pas un grand non dramatique, commence petit. Non au café que tu n'as pas envie de boire. Non à cette soirée qui t'épuise d'avance. Non à cette conversation téléphonique qui peut t'attendre demain. Chaque non est un muscle que tu renforces. Au début, tu te sentiras coupable, égoïste, méchant. C'est normal. C'est le sevrage de la générosité compulsive. Cette culpabilité n'est pas un signe que tu fais mal, c'est le signe que tu fais différemment. Développe ce qu'on appelle l'empathie stratégique. Au lieu de ressentir automatiquement toutes les émotions des autres, pose-toi ces questions. Pourquoi cette personne partage-t-elle cela avec moi maintenant? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Ai-je l'énergie et l'envie de donner ce qu'elle demande? L'empathie stratégique, ce n'est pas devenir froid, c'est devenir conscient. C'est comprendre que ton empathie est précieuse et qu'elle mérite d'être dirigée vers ceux qui la respectent. Apprends l'art de la générosité différée. Quand quelqu'un te demande quelque chose, réponds « Laisse-moi y réfléchir et je te dis ça demain ». Cette phrase simple brise le piège de la culpabilisation immédiate. Elle te donne l'espace pour évaluer la demande à froid. Crée tes protocoles de protection, des règles non négociables que tu t'imposes pour préserver ton énergie. Par exemple, pas de conversation sérieuse après 21 heures, pas de prêt d'argent sans échéance écrite, pas de conseils non sollicités, pas de secrets qui ne te concernent pas. Ces protocoles peuvent sembler rigides, mais ils deviennent ta liberté. Ils automatisent tes limites pour que tu n'aies plus à les négocier à chaque fois. Pratique la validation interne. Au lieu de chercher constamment l'approbation des autres, développe un dialogue interne bienveillant. Pose-toi la question. Est-ce que je serais fier de cette décision même si personne ne me félicitait? Est-ce que cette action respecte mes valeurs profondes? Entoure-toi consciemment de personnes qui donnent autant qu'elles reçoivent. Observe tes relations. Qui t'appelle pour partager de bonnes nouvelles, pas seulement pour se plaindre? Qui s'inquiète de ton bien-être sans que tu le demandes? Qui respecte tes noms sans te faire culpabiliser? Ces personnes existent, elles sont juste plus discrètes que les vampires émotionnels qui accaparent ton attention. Enfin, développe ce que j'appelle l'amour de soi militant. Défends tes besoins avec la même passion que tu défends ceux des autres. Protège ton temps avec la même férocité que tu protèges tes proches. Chéris ton énergie comme le trésor rare qu'elle est. Parce que prendre soin de toi n'est pas égoïste, c'est révolutionnaire dans un monde qui profite de ton épuisement. Ta résistance commence maintenant. Une limite à la fois, un non à la fois, une respiration consciente à la fois. Tu mérites de reprendre le contrôle de ta propre vie. Imagine un monde où poser des limites serait enseigné dès l'école primaire, où les enfants apprendraient que dire non n'est pas de la méchanceté, mais de l'autorespect, où on leur enseignerait à reconnaître la manipulation émotionnelle aussi clairement qu'on leur apprend à reconnaître les dangers physiques. Ce monde n'est pas une utopie, c'est une possibilité. Le changement commence par révolutionner notre vocabulaire émotionnel. Arrêtons d'appeler sensible quelqu'un qui se fait exploiter. Arrêtons d'appeler généreux quelqu'un qui se vide pour les autres. Arrêtons d'appeler amour ce qui ressemble à du sauvetage compulsif. Appelons les choses par leur nom, la codépendance, la manipulation, l'exploitation de la bonté, l'épuisement émotionnel. Donnons des mots précis à ces réalités pour qu'on puisse les identifier et les combattre. Révolutionnons l'éducation émotionnelle. Enseignons aux enfants que leurs émotions sont des informations, pas des obligations, qu'ils peuvent ressentir la tristesse de quelqu'un d'autre sans devenir responsables de la guérir, qu'aider et se sacrifier sont deux choses différentes. Créons des espaces de parole pour les donneurs épuisés, des groupes de soutien, des forums, des communautés où les personnes généreuses peuvent partager leurs expériences sans être jugées faibles ou naïves, où elles peuvent apprendre ensemble à calibrer leur générosité.
Changeons les narratifs culturels autour de l'amour et de l'amitié. Arrêtons de romantiser les relations toxiques dans nos films, nos livres, nos chansons. Montrons des modèles de relations saines, équilibrées, où l'amour se manifeste aussi par le respect des limites. Révolutionnons le monde du travail. Créons des entreprises qui valorisent l'équilibre de vie, qui récompensent l'efficacité plutôt que le sacrifice personnel, qui forment leurs managers à identifier et arrêter l'exploitation de la bonne volonté. Développons une charte des relations saines, un ensemble de principes que nous pourrions enseigner massivement. L'amour authentique respecte tes non. Personne ne devrait te faire sentir coupable d'avoir des besoins. Les vraies urgences émotionnelles sont rares. Créons des outils technologiques qui protègent les empathiques, des applications qui détectent les schémas de communication manipulatrices, qui rappellent aux utilisateurs de vérifier leur motivation avant d'aider, qui encouragent la prise de pause avant les grandes décisions émotionnelles. Révolutionnons l'approche thérapeutique, formons plus de thérapeutes spécialisés dans l'exploitation de la bonté, la dépendance à l'aide, la reconstruction de l'identité après effacement de soi. Démocratisons l'accès à ces thérapies. Mais le changement le plus profond viendra de nous individuellement. Chaque fois que tu poses une limite saine, tu autorises quelqu'un d'autre à faire de même. Chaque fois que tu refuses d'être exploité, tu montres qu'une autre voie est possible. Nous devons devenir des modèles de générosité consciente, montrer qu'on peut être profondément bon sans être infiniment disponible, qu'on peut aimer avec passion sans perdre son identité, qu'on peut aider efficacement sans s'épuiser. Le monde a besoin de ta bonté, mais il a besoin de ta bonté protégée, dirigée, stratégique. Il a besoin que tu survives pour continuer à donner. Car la vraie révolution ne sera pas de créer un monde sans méchants, ce sera de créer un monde où les bons ne se laissent plus faire. Un monde où la générosité devienne une force, pas une faiblesse. Un monde où être une bonne personne ne rime plus avec être une proie. Cette révolution commence par toi. Aujourd'hui, maintenant. Es-tu prêt à la mener? Tu sais maintenant pourquoi ils viennent vers toi. Non pas malgré ta lumière, mais à cause d'elle. Non pas par hasard, mais par stratégie. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es fort et qu'ils ont besoin de ta force pour compenser leur vide. Cette révélation change tout. Pendant des années, tu as cru que le problème venait de toi, que tu choisissais mal, que tu étais trop naïf, que tu manquais de discernement. Tu t'es reproché d'attirer les prédateurs comme si c'était une tare personnelle. Mais maintenant tu comprends, ce n'est pas un bug, c'est ta programmation. Tu attires les prédateurs parce que tu rayonnes exactement ce qu'ils cherchent. Ton empathie, ta générosité, ta capacité à voir le bon chez les autres, tout cela fait de toi une cible de choix. Et voici l'épiphanie libératrice. Si tu comprends le mécanisme, tu peux le contrôler. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu as besoin d'apprendre à protéger qui tu es. Tu n'as pas besoin de devenir froid ou cynique, tu as besoin de devenir stratégique. Imagine-toi dans 6 mois. Tu as appris à écouter ton corps, à poser des limites sans culpabiliser, à dire non avec grâce. Tu as développé cette capacité précieuse de distinguer ceux qui méritent ta générosité de ceux qui l'exploitent. Tes relations ont changé. Les vampires émotionnels ont progressivement disparu de ta vie, non pas parce que tu les as chassés brutalement, mais parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus te siphonner. En parallèle, des personnes authentiques ont commencé à apparaître, attirées par ta nouvelle assurance. Tu donnes toujours autant, mais différemment. Tu donnes consciemment, volontairement, à ceux qui respectent ton don. Tu aides toujours, mais tu ne sauves plus. Tu aimes toujours profondément, mais tu ne te perds plus dans cet amour. Et cette culpabilité qui t'habitait en permanence, elle s'est transformée en quelque chose de plus beau, la fierté de respecter tes propres besoins autant que ceux des autres. Tu réalises que prendre soin de toi n'était pas égoïste, c'était nécessaire. Que tes limites ne te rendaient pas méchant, elles te rendaient disponible pour les bonnes personnes. Que ta générosité protégée avait infiniment plus de valeur que ta générosité aveugle. Le monde n'a pas changé. Les prédateurs émotionnels continuent d'exister, les manipulateurs continuent de chercher leur proie. Mais toi, tu as changé. Tu n'es plus une proie, tu es devenu un jardinier de ta propre énergie. Tu sais maintenant que ta bonté est un super pouvoir, pas une malédiction.
Mais comme tous les super-pouvoirs, elle a besoin d'être maîtrisée, dirigée, protégée. Car le monde a désespérément besoin de personnes comme toi. Pas épuisées, pas vidées, pas effacées, mais conscientes, fortes, rayonnantes. Le monde a besoin que tu restes bon, mais il a encore plus besoin que tu restes vivant. Alors voici ma question finale. Maintenant que tu sais pourquoi les bonnes personnes attirent les pires, qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance? Vas-tu continuer à subir cette dynamique ou vas-tu enfin la maîtriser? Si cette réflexion a résonné en toi, si elle a mis des mots sur ce que tu vis depuis des années, partage-la. Laisse un commentaire, dis-moi quelle partie t'a le plus touché. Et abonne-toi, parce que ensemble, nous pouvons créer une communauté de bonnes personnes qui refusent d'être des proies. Ta révolution personnelle commence maintenant.